Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau point presse du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Nous commencerons par un tour de l'actualité du ministère. Nous passerons ensuite au focus thématique qui portera cette semaine sur l'exercice PICNE. Et à ce titre, nous accueillons aujourd'hui le général Bruno Eluy, assistant du chef d'état-major opération du Joint Force Command de Brunsum aux Pays-Bas, et le général Pierre-Éric Guillot, général adjoint au commandant Terre pour l'Europe. Ils nous présenteront les enjeux, les moyens mobilisés ainsi que les objectifs de cet exercice otanien en cours dans la zone baltique. Enfin, le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées, fera un point sur les opérations militaires françaises. La semaine dernière, le général Poncet vous a présenté le dispositif particulier de sûreté aérienne qui avait été mis en place dans le cadre de la réouverture de Notre-Dame de Paris. Un nouveau dispositif DPSA sera mis en place par l'armée de l'air et de l'espace, cette fois-ci à l'occasion de la visite du pape François à Ajaccio le 15 décembre. Plusieurs rafales et hélicoptères seront mobilisés pour assurer la sécurisation de l'espace aérien. Des systèmes de détection et de brouillage de drones seront également déployés pour assurer la protection du site. Toujours du côté de l'armée de l'air et de l'espace, du 11 au 29 novembre, l'escadron de chasse 3-3 Ardennes s'est rendu à Albacete en Espagne dans le cadre de cet exercice otanien Tactical Leadership Programme. Il s'agit du 4e volet de l'exercice 2024. Créé en 1978 et se déroulant à Albacete en Espagne depuis 2009, ce programme vise à renforcer l'interopérabilité des forces aériennes de l'OTAN par la conduite d'opérations aériennes complexes. La prochaine édition aura lieu début d'année prochaine. Et 2025 marquera également les 10 ans de l'accident d'Albacete, lors duquel 11 militaires, dont 9 Français et l'équipage d'un F-16, ont perdu la vie le 26 janvier 2015. Une cérémonie d'hommage sera rendue aux blessés et disparus en présence des familles et des hautes autorités françaises et grecques. Je poursuis avec la dernière cérémonie des couleurs du sous-marin nucléaire d'attaque Emeraude. Elle se tient aujourd'hui à Cherbourg en Cotentin. Cette cérémonie marque le retrait du service actif du SNA Emeraude avant son désarmement. L'Emeraude est le 4e SNA de classe Ruby à être désarmé après le Saphir en 2019, le Ruby en 2022 et le Casabianca en 2023. Le SNA Emeraude, c'est 36 années de carrière. Il était affecté au sein de l'escadrille des sous-marins nucléaires d'attaque à Toulon depuis 1988. 1,3 million de nautiques parcourus, soit 60 fois le tour de la Terre. 169 000 heures de plongée et 6 900 jours de mer, soit près de 19 années. Cette cérémonie marque la bascule vers un escadrille de SNA tout Barracuda. Les SNA de type Suffren, issus du programme Barracuda, sont plus endurants, plus polyvalents et plus discrets. Ils donnent à la France des capacités que peu de nations possèdent, notamment grâce aux missiles de croisière navale et à la capacité de déployer des nageurs de combat. Autre actualité, les nouvelles tenues de combat dotées d'un camouflage repensé ont commencé à être distribuées au sein de l'armée de terre. Le nouveau treillis appelé F3 BME pour bariolage multi-environnement équipera progressivement les brigades de l'armée de terre jusqu'en décembre 2025. Le 5e régiment de dragons de Mailly-le-Camp en est le premier bénéficiaire. Il a d'ores et déjà perçu ses dotations grâce à l'action du service du commissariat des armées. La première grande unité qui en sera dotée est la 7e brigade blindée en vue de son déploiement opérationnel en Roumanie au printemps 2025. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous le 16 janvier prochain pour en découvrir davantage sur cet équipement qui sera présenté en exclusivité, sous toutes les coutures, lors du point presse. Je termine ces actualités avec l'annonce des grands vainqueurs de la première édition du prix de création musicale. Je vous en avais parlé en juillet à l'ouverture de ce concours. Ce concours a offert la possibilité à tous les compositeurs, civils comme militaires, de participer à la création d'une œuvre musicale autour de la marche militaire. Avec pour thème les 80 ans de la libération, des débarquements et de la victoire, le jury était composé de représentants des armées, de représentants de formations musicales militaires
et d'experts musicaux extérieurs au ministère. Il a sélectionné 3 compositions lauréates que je suis heureuse de vous dévoiler aujourd'hui. Le Grand Prix est décerné à Thierry Deloruel pour sa composition Héros de la liberté. Le prix du jury est décerné à Vincent Pagès pour La marche des libérateurs. Enfin, la mention spéciale du jury est décernée à Alexandre Kosmicki pour Marche du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Félicitations donc aux lauréats. La cérémonie de remise de prix se tiendra début 2025. Pour plus d'informations, vous pouvez prendre attache avec le SGACOM. Avant de passer au focus thématique, avez-vous des questions en salle ou en audio? Donc s'il n'y a pas de questions, je passe au focus thématique dédié cette semaine à l'exercice PICNE, dont l'objectif est de défendre le territoire de l'OTAN sur terre, en mer et dans les airs. Après les exercices OTAN Dynamic Front et Freezing Winds, qui se sont déroulés en Finlande et en mer Baltique, la France participe à l'exercice PICNE en Estonie jusqu'au 15 décembre. Il s'agit d'un exercice interallié, interarmes et interarmées, sous commandement estonien. C'est une manœuvre d'envergure de l'Alliance Atlantique en zone baltique. PICNE représente le dieu de la foudre dans la mythologie estonienne. Ce terme illustre bien l'objectif de l'exercice qui est de démontrer la capacité des forces de l'OTAN à se projeter rapidement, avec agilité et réactivité aux confins de l'Alliance en s'adaptant à toute menace. PICNE est un entraînement complet de l'ensemble des moyens militaires interalliés dans tous les milieux. Il contribue directement à renforcer la posture défensive de l'OTAN dans la zone baltique. Pour compléter ces propos, je vais maintenant céder la parole au général Bruno Helhuet, qui est avec nous en visioconférence depuis les États-Unis, et au général Pierre-Éric Guillot, qui est présent avec nous, et ils vous présenteront plus en détail les moyens et les enjeux de cet exercice. Général, c'est à vous. Merci beaucoup, madame. Bonjour à tous. Donc, j'ai un peu l'impression d'être un reporter sur le terrain. Là. Je suis actuellement aux États-Unis. J'ai la joie de pouvoir vous présenter la partie OTAN de l'exercice PICNE. Donc, sous les ordres du commandement stratégique pour les opérations de l'OTAN, le SHAPE, le commandement opératif de Brunssum, le JFC Brunssum, organise et coordonne toutes les activités opérationnelles de l'Alliance dans la zone centre, zone qui comprend 14 pays, de la Finlande à la Hongrie à l'est jusqu'à la France à l'ouest. Ces activités opérationnelles, dites de vigilance, ont 2 objectifs. Tout d'abord, il s'agit de s'entraîner collectivement dans tous les domaines, terre, air, mer, mais aussi cyber et espace, aux scénarios les plus dangereux qui pourraient arriver dans la région. Et à travers ces entraînements, démontrer la réactivité et les capacités de l'Alliance pour dissuader ses adversaires et défendre chaque centimètre des territoires des pays de l'Alliance. Au mois de novembre et de décembre, s'est déroulée une série d'exercices visant à renforcer dans l'urgence et à défendre la zone baltique, et en particulier l'Estonie. Tout d'abord, l'exercice Freezing Winds, à dominante maritime, visait à coordonner l'action de ces 14 pays pour défendre et protéger la liberté de navigation en mer Baltique. Cette zone est cruciale pour le ravitaillement et le soutien des pays baltes et de la Finlande, pays qui dirigeait cet exercice. Dans le même temps, l'exercice Dynamic Front 25, qui regroupait 28 nations, déployées dans 5 pays, dont la Finlande, l'Estonie ou la Roumanie, a confirmé notre capacité à coordonner les feux et les appuis, quelles que soient les unités déployées, et ceci depuis des sites différents et éloignés. Ensuite, l'exercice Cybercoalition, dirigé depuis l'Estonie, a impliqué plus de 1000 cybercombattants répartis dans les pays de l'Alliance et certains pays partenaires, comme la Suisse, pour contrer plus de 80 menaces cyber simulées dans le cadre d'une attaque majeure contre un pays de l'Alliance. Cet exercice, très réaliste, a renforcé notre réactivité et notre capacité à construire une réponse commune à une menace qui ne peut pas être combattue seule et depuis un seul pays. Et enfin, PICNE, qui est le sujet principal de cet exposé, est un exercice ambitieux de l'OTAN, dirigé par l'Estonie, et qui visait à démontrer la capacité de l'Alliance, et notamment de la France, à renforcer en urgence l'Estonie dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de défense nationale. Cette série d'exercices est un parfait exemple de l'intérêt d'une alliance comme l'OTAN pour une défense collective de continent. Cette série n'est pas exceptionnelle,
il y a des créneaux d'exercice comme celui-ci 2 à 3 fois par an. Aujourd'hui, l'action militaire se conçoit, comme vous le savez, dans un environnement multidomaine et multimilieu. J'ai du mal parce qu'en anglais, c'est multidomaine et en français, multidomaine et multimilieu. Mais c'est à peu près la même chose. C'est une manœuvre complexe qui a pour objectif de faire converger tous les effets disponibles, qu'ils soient civils ou militaires, dans tous les milieux, afin d'atteindre des effets militaires dans un espace-temps prédéfini. C'est une convergence d'effets dans un temps donné, à un lieu donné. Cette manœuvre demande une planification importante, donc une coopération permanente et une cohésion forte entre les pays alliés. Il faut ensuite s'entraîner régulièrement pour assurer une exécution la plus fluide possible et une réactivité accrue, ce qui est vrai au niveau des unités tactiques, mais aussi au niveau des nations. Donc cela demande, vous vous en doutez, un entraînement permanent et appuyé. Enfin, et pour conclure, face aux menaces, l'OTAN s'adapte en permanence. En 2025, l'Allied Reaction Force, ARF, sera mise en place, renforçant la réactivité de l'Alliance. En outre, le passage des bataillons multinationaux à l'échelle de brigades viendront démontrer la solidarité de l'Alliance et sa capacité à défendre son flanc oriental. La France, en tant que nation cadre, sera à la manœuvre en Roumanie lors de Dacian Spring 25 et contribuera également à la brigade multinationale sous commandement britannique en Estonie, comme pour l'exercice Pycnée. Je répondrai ensuite à vos questions après l'intervention du général Guyot. Je suis le général Guyot, donc je suis l'adjoint au général commandant-terre pour les opérations en Europe. Et en complément de l'intervention du général Bruno Helui, je vais à présent vous parler de Pycnée, planifié et conduit par le commandement terre Europe. Le commandement terre Europe qui est l'opconneur du milieu des opérations du milieu terrestre en Europe, c'est-à-dire qu'il est le contrôleur opérationnel de l'ensemble des opérations qui ont lieu en Europe pour le milieu terrestre. Et à ce titre, cet opconneur qui a été créé il y a 1 an, eh bien, a planifié l'exercice Pycnée. Cet exercice a été planifié en Estonie, où la France agit au sein d'une mission de réassurance de l'OTAN, en étroite relation en particulier avec les Britanniques qui sont nation cadre pour le bataillon multinational qui est déployé actuellement en Estonie. Comme Madame la déléguée l'a rappelé tout à l'heure, ce déploiement a été baptisé Pycnée, du nom du dieu de la foudre dans la mythologie estonienne. Cela ne manque pas de signification au regard des objectifs que nous nous étions assignés pour cet exercice. Ce déploiement à fort signalement avait débuté le 1er décembre et il s'achève actuellement, au moment où je vous parle, par des exercices à tir réel, par des manœuvres à tir réel. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Avant de développer le sens et la portée de cet exercice, je souhaite revenir sur le contexte de notre engagement. Dès 2016, les nations alliées ont décidé de renforcer leur posture de dissuasion et de défense de l'Alliance face au nouvel environnement de sécurité. La présence avancée renforcée de l'OTAN, que l'on dénomme Enhanced Forward Presence, EFP, consiste alors à déployer des contingents dans les pays baltes et en Pologne. Depuis 2017, bien avant la crise en Ukraine, la France s'est alors engagée aux côtés des Estoniens, en Estonie, auprès d'un partenaire qui a fait résolument le choix européen, comme en démontre son implication dans l'initiative européenne d'intervention, l'IEI, ou sa participation par le passé à la force Takuba. À la suite de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, le président de la République a confirmé
et a décidé de maintenir la participation française au sein d'IFP en Estonie en renouvelant l'engagement durable d'un sous-groupement tactique interarmes au sein du bataillon britannique. Sous-groupement tactique interarmes qui dispose de capacités de combat renforcées pour intervenir dans des combats défensifs en milieu difficile. En 2023, à l'issue du sommet de Vilnius, l'Alliance consolide encore le renforcement de sa posture sur le flanc Est, avec 8 bataillons multinationaux qui sont prépositionnés en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie. Les alliés, dont la France, sont donc en capacité de renforcer leur présence permanente sur le flanc Est à tout moment. Dans ce cadre, d'ailleurs, la France est nation cadre du bataillon qui est prépositionné actuellement en Roumanie. Ces bataillons, ces battle groups, sont ensuite en mesure de passer à l'échelon brigade sur très court préavis et donc de renforcer toute la posture défensive de l'Alliance sur le flanc Est. Qu'en est-il à présent de Pycnée ? Comme l'a évoqué précédemment le général Éluy, il s'agit d'un exercice qui s'inscrit dans la posture défensive de l'Alliance. Il fait suite à 2 autres déploiements conséquents en Baltique, notamment un exercice de feu dans la profondeur en Finlande, Dynamic Front, et un exercice conjoint des marines de l'Alliance en mer Baltique. Ces exercices démontrent l'engagement résolu de l'Alliance pour renforcer sa posture défensive et défendre chaque centimètre du territoire. Pour Pycnée à proprement parler, il a été joué en 3 temps, selon un scénario réaliste de gestion de l'escalade sur le flanc Est. Premier temps, alors que les marines estoniennes et françaises manœuvraient en baie de Narva afin de gagner des délais, il y avait un patrouilleur de haute mer qui était engagé, le commandant Blaison, pour des simulations d'attaque asymétriques, et puis un chasseur de mines tripartite également sur des scénarios de guerre de mines et de contre-minage en baie de Finlande. Une fois donc que les marines estoniennes et marines françaises et estoniennes avaient réalisé cette manœuvre pour gagner les délais, nous avons mis en place un bataillon aéroporté qui s'est constitué à partir d'Orléans et qui a été projeté par les moyens de l'armée de l'air, des A400M, et a été mis à terre en Estonie. Deuxième temps, après la mise à terre, le bataillon parachutiste a été recueilli par la compagnie d'infanterie légère qui est armée par le 7e bataillon de chasseurs alpins, puis s'est installé dans un dispositif défensif dans la région Auvéré, en conformité avec les plans de défense développés en Estonie. Simultanément, l'Estonie a déclenché son plan de rappel de ses réserves, le plan SNAPEX, permettant de rappeler les réservistes et les volontaires de l'Estonian Defence League. Ce deuxième temps correspond à la démonstration de la capacité des alliés de l'OTAN à venir renforcer en urgence le dispositif de défense aux frontières de l'Europe. Troisième temps, l'exercice consistait en une manœuvre défensive de plus grande ampleur, région Sirgala, intégrant les Estoniens, renforcés de leurs réservistes, et donc un dispositif sur une ligne défensive complète avec l'intégration à la fois des Britanniques, des Français et des Estoniens dans une manœuvre défensive. Durant ces 2 derniers temps de la manœuvre, plusieurs chasseurs d'IAP, Enhanced Air Policing, dont 2 Rafales français, ont interagi avec le commandement de l'armée de l'air de Tallinn. Ils ont d'abord travaillé au profit de la défense aérienne à courte portée estonienne et ensuite réalisé quelques actions de close air support, donc d'appui au sol, avec le bataillon français qui était engagé dans cette défense ferme de la région de Sirgala. Ainsi, les armées estoniennes, françaises et britanniques, dans cet exercice, dans ce déploiement, se sont entraînées ensemble dans les 3 milieux, terre, air, mer, dans des conditions testant leur capacité de combat face à une menace de haute intensité. Au bilan, cet exercice aujourd'hui, le bilan que l'on en tire est extrêmement bénéfique. Tout d'abord, au niveau stratégique, Pycnée a été une démonstration majeure de coopération, d'interopérabilité,
et de solidarité au service de la stabilité et de la sécurité collective sur le territoire européen, dans le cadre plus général de l'Alliance atlantique. Ensuite, au niveau opératif, le commandement Terre Europe a pleinement joué son rôle de contrôleur opérationnel, c'est-à-dire d'OPCONNER, mais OPCONNER menant, pour une opération multimilieu, multichamp, en coordination étroite non seulement avec la division estonienne, mais également avec les 2 autres contrôleurs opérationnels concurrents, Seklant, qui commande l'ensemble des opérations maritimes en Atlantique pour la Marine nationale, et Cap Coda, qui commande l'ensemble des opérations aériennes pour l'armée de l'air et de l'espace. Enfin, troisième enseignement, au niveau tactique, cet exercice a permis de driller nos procédures de combat avec les Estoniens, de nous intégrer au plan de défense et d'approfondir notre partenariat avec l'Estonian Defence League. Ainsi, à travers PICNE, les armées françaises montrent qu'elles s'engagent résolument auprès de l'Estonie, mais plus largement à l'ensemble de la défense du continent européen, du territoire européen. Le prochain jalon pour le commandement Terre Europe, ce sera le déploiement sur 2 exercices majeurs, Hedgehog 2025 et Dacian Spring 2025, qui nous verront passer, qui verront renforcer les bataillons actuellement déployés sur le flanc Est au niveau brigade. Je vous remercie. Merci beaucoup, Général. Place aux questions maintenant. Je crois que le Général et lui est resté en ligne avec nous également pour répondre éventuellement à vos questions. Donc, si vous avez... Merci beaucoup. Bonjour, Nicolas Kyoko du Journal du Dimanche. J'ai une question sur le milieu dans lequel vous opérez, qui est assez différent de celui de l'Afrique et des pays chauds des années 2010. Est-ce que ça change quelque chose? Enfin, j'imagine que oui, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça change d'un point de vue tactique, d'un point de vue humain et aussi d'un point de vue matériel, le fait d'opérer dans un milieu qui est grand froid? Et enfin, d'un point de vue capacitaire, est-ce que cela change votre vision d'un point de vue donc, capacitaire de l'armée de terre dans les prochaines années? Je vous remercie. Alors, les savoir-faire tactiques qui sont mis en œuvre dans ces déploiements sont des savoir-faire tactiques assez génériques et finalement ne sont pas tellement différents de ceux qui étaient mis en œuvre dans d'autres types d'opérations. Parce que quand il s'agit de défense, défendre une ligne, mener un coup d'arrêt, mener une contre-attaque, finalement, pour un fantassin ou pour quelqu'un qui est sur un griffon ou un serval, finalement, la manœuvre reste la même. Évidemment, après, les conditions d'emploi sont différentes compte tenu de la météorologie, du terrain, mais que nos soldats appréhendent très bien parce qu'en fait, finalement, déjà, ils sont engagés après une petite période de préparation, ils sont mis en condition et en fait, par le drill, finalement, très naturellement, ils remettent en place des savoir-faire qui sont génériques. Ce qui est important, c'est que ces déploiements permettent vraiment d'appréhender le cadre dans lequel demain on pourrait être amené à intervenir. Et donc ça crée de la compétence, ça crée une expertise, ça crée également une interopérabilité humaine avec nos partenaires, puisque là on a joué un exercice avec les Britanniques, avec les Estoniens, et tout ça pour la suite est évidemment très riche, parce qu'en fait c'est avec eux que demain on pourrait s'engager. Et donc au-delà de la météo, du climat, etc., ce qui est vraiment important, c'est l'interopérabilité humaine, qui pour le coup est vraiment un atout et de certaine manière une forme de supériorité sur l'adversaire, parce qu'en fait déjà on apprend, enfin on cultive nos savoir-faire communs et on se prépare à travailler ensemble et à combattre ensemble. En fait, c'est vraiment des partenariats de combat que l'on travaille à travers ce type de déploiement. Mais en fait, sur le plan capacitaire... Sur le plan capacitaire, est-ce que par rapport à ce qui était prévu, le fait de cette réorganisation, etc., est-ce que, je ne sais pas, sur le terrain, vous vous rendez compte que vos besoins sont autres que ce qui était prévu il y a 3-4 ans? Sur le plan capacitaire, on s'aperçoit, enfin sans difficulté, hein, c'est assez intéressant. En Estonie, les Serval viennent d'être projetés. Donc maintenant, on découvre comment le Serval réagit en conditions grand froid. Et en fait, nos matériels, ce qui est très rassurant pour nos soldats, qui du coup ont vraiment foi en leur matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Serval, il répond très bien
au contexte d'engagement estonien et donc dans des conditions grand froid. Le Griffon est déjà engagé depuis plus d'1 an en Estonie. Il a été engagé évidemment sur Pikné et le Griffon est complètement adapté à cette zone d'engagement pour le coup. Donc sur le plan capacitaire, il n'y a pas d'évolution notoire en fait. Je voulais savoir, le Pikné, je crois que c'est la première fois qu'un exercice arrive aussi près de la frontière, enfin se déroule aussi près de la frontière russe, à quelques kilomètres. Je voulais savoir s'il y avait eu des réactions du côté russe, comment ils ont réagi à ce déploiement. Ce qui déjà est intéressant, c'est que lorsqu'on a commencé à planifier cet exercice avec les Estoniens, on leur avait demandé s'il y avait une buffer zone, par exemple, à côté de la frontière estonienne. Et ils nous ont dit non, mais surtout pas. Nous, tous les jours, nous faisons des exercices à côté de la frontière. Et ils sont chez eux. Et donc, ils se déploient à proximité de la frontière. Ils travaillent à proximité de la frontière. Ils ont des déploiements opérationnels en permanence près de la frontière. Donc, finalement, pour les Estoniens qui sont habitués à ce cadre d'emploi, c'est normal et il n'y a pas du tout de réticence par rapport à cela. Voilà. Ensuite, ce qui est certain, c'est que lorsque l'on se déploie, lorsque l'OTAN joue des déploiements de ce type sur le flanc Est, on est évidemment observé, mais comme on l'est partout, comme on l'est également sur le territoire national, comme on l'est en mer Méditerranée, comme on l'est en Afrique, etc. Donc forcément, on est dans une zone de friction et donc on est forcément observé, et d'autant plus lorsque l'on est déployé à proximité de la Russie, bien sûr. Si je peux compléter un peu la réponse du général Guyot, le fait d'être près de la frontière russe, que ce soit pour les 3 pays baltes majoritairement ou pour la Finlande, c'est des exercices qui sont quotidiens. C'est le premier exercice avec la France de cette ampleur près de la frontière, mais ce n'est pas le premier au sens large. Et ces entraînements sont aussi faits pour être vus et pour démontrer notre capacité à travailler ensemble, comme le soulignait Pierre Guyot. C'est l'interopérabilité des pays de l'OTAN qui est démontrée, notre capacité à intervenir ensemble et dans l'urgence, quel que soit le territoire et quelle que soit la proximité avec la frontière. Et nous passons maintenant au point sur les opérations militaires françaises avec le colonel Guillaume Vernet, porte-parole de l'état-major des armées. Merci Madame la Directrice, bonjour à tous et à toutes. Donc, on reste sur la zone des pays baltes et cette semaine il n'y avait pas uniquement Pikné, il y avait également une frégate qui était déployée en mer Baltique et elle a réalisé cette semaine des patrouilles toujours dans le cadre d'un exercice OTAN qui s'appelle Brilliant Shield. C'est en coopération avec un ravitailleur norvégien qui s'appelle le Maud et une frégate britannique, l'Iron Duke, du Task Group militaire de l'OTAN maritime, le SNMG-1. La frégate française patrouille désormais vers Oslo, en Norvège, avant d'entamer un retour vers Brest. Dans le cadre de EUMAM, la formation des militaires ukrainiens se poursuit encore, notamment en Pologne. Cette semaine, le détachement français a réalisé des formations dans le domaine du génie. Ils ont par ailleurs mis l'accent sur la formation des cadres. Ce sont les éléments clés de la chaîne de transmission des ordres de commandement. On passe un petit peu plus au sud, en Méditerranée occidentale, où le groupe aéronaval articulé autour du porte-avions Charles de Gaulle poursuit sa mission en Méditerranée. Au cours de la semaine dernière, la frégate grecque Kountouriotis a intégré l'escorte du GAN et a mené plusieurs activités de coopération opérationnelle avec ses alliés et ses partenaires, notamment des Italiens, des Grecs, des Turcs et des Américains. Le 9 décembre, une frégate française intégrée au GAN a effectué des manœuvres conjointes avec la frégate Gosku de la marine turque, démontrant l'engagement des 2 forces maritimes au profit de la sécurité collective dans la région. On passe à la Méditerranée orientale, où une frégate est toujours déployée au plus proche de la côte libanaise pour contribuer à l'appréciation autonome de situation de la France dans cette région. Toujours en Méditerranée orientale, une frégate de la Marine nationale participe en ce moment à l'exercice bilatéral franco-égyptien qui s'appelle Cléopatra 24, qui a lieu du 8 au 12 décembre
au large d'Alexandrie, en Égypte. Cette activité, c'est un rendez-vous annuel, qui est un rendez-vous majeur du partenariat militaire entre la France et l'Égypte. Il vise à accroître l'interopérabilité et la cohésion des deux forces maritimes. Pour sa 19e édition, cet exercice prévoit notamment un entraînement à la conduite des opérations aéromaritimes et anti-sous-marines, qui sont des savoir-faire essentiels pour le maintien de la stabilité régionale et de la liberté de navigation. Plus au sud, maintenant, en mer Rouge, la frégate française qui assure la protection et l'accompagnement des navires de commerce dans le cadre de l'opération européenne Aspides a été dépêchée le 5 décembre pour porter secours à l'équipage du porte-conteneur Isastar suite à son appel de détresse. Les 20 membres de l'équipage ont été rapidement secourus avant d'être débarqués en sécurité à terre. On passe au Liban, où la Force Commander Reserve, la FCR de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, poursuit ses patrouilles et continue d'apporter son soutien aux forces armées libanaises. La FCR assure quotidiennement la liberté de manœuvre des contingents de la FINUL grâce à des missions de reconnaissance à proximité de la Blue Line. Ils assurent l'accompagnement des FAL ou encore l'ouverture d'axes et de lieux de passage dans l'ensemble de la zone de l'opération. Toujours au Liban, avec l'accord de cessez-le-feu signé le 26 novembre entre Israël et le Liban, qui est entré en vigueur le 27 novembre, vous avez déjà parlé du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu qui est présidé par les États-Unis. Cet accord de cessez-le-feu est le fruit d'efforts diplomatiques entrepris depuis de longs mois avec les États-Unis. La représentation de la France au sein de ce mécanisme de surveillance est assurée par le général de brigade Guillaume Ponchin. Il est appuyé par une dizaine de personnels militaires et civils du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que du ministère des Armées et des anciens combattants. En lien étroit avec les forces armées libanaises, les forces de défense israéliennes et la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, le mécanisme de surveillance est destiné à assurer le suivi de la mise en œuvre du cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Il a vocation à travailler également avec le comité militaire technique de soutien au Liban pour contribuer à la remontée en puissance des forces armées libanaises et à leur déploiement au sud du Liban dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations Unies. On passe à l'Afrique. Le 28 novembre 2024, le ministère des Affaires étrangères de la République du Tchad a annoncé mettre fin à l'accord de coopération militaire unissant le Tchad et la France. Prenant acte de cette décision et dans la continuité de l'évolution de leur présence militaire en Afrique, les armées françaises ont retiré cette semaine la capacité chasse de N'Djamena. À l'occasion de ce départ, les autorités politiques et militaires tchadiennes sont venues saluer le départ du détachement français. La présence de ces avions répondait à un besoin d'appui exprimé par le partenaire et les modalités du désengagement des autres capacités militaires françaises présentes au Tchad font l'objet d'une coordination aujourd'hui avec les autorités tchadiennes. On passe au Sénégal. Du 26 au 29 novembre, les éléments français au Sénégal ont mené un entraînement conjoint dans le domaine des troupes aéroportées avec les forces sénégalaises. L'entraînement portait principalement sur les aspects techniques et pratiques liés aux opérations aéroportées. On passe au Gabon. Donc, depuis le 27 novembre au Gabon, le service hydrographique et océanographique de la marine, le SDHM, mène une mission centrée sur la gestion des ressources maritimes dans le cadre de la coopération entre la France et le Gabon. L'objectif est de renforcer les capacités gabonaises dans ce domaine, tout en formant les équipes locales en hydrographie. La fin de cette mission est prévue le 19 décembre. Cette coopération s'inscrit dans l'engagement du Gabon à protéger ses ressources naturelles et marque une étape clé dans le renforcement des capacités gabonaises de défense et dans la gestion durable de ses ressources maritimes. On passe maintenant à la zone de l'océan Indien, où les FASOI, donc les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, continuent leurs opérations dans l'ensemble de la région. En mer, le patrouilleur Le Malin poursuit sa mission de surveillance dans le canal du Mozambique, garantissant une présence continue de la France sur les routes maritimes stratégiques. À terre, les FASOI ont réalisé un détachement d'instruction opérationnelle de niveau état-major avec les forces armées comoriennes, portant sur la gestion de crises humanitaires. Cette formation conjointe permet de consolider le partenariat bilatéral avec les Comores et la coopération pour assurer la sécurité régionale. Et enfin, on part en Guyane, où les forces armées demeurent mobilisées en soutien aux populations touchées par la sécheresse qui a entraîné une baisse du niveau des cours d'eau
rendant la navigation impossible. Depuis le début de la crise en octobre, ce sont plus de 50 missions aériennes qui ont été réalisées par des rotations d'avions CASA de l'armée de l'air et de l'espace afin d'acheminer du carburant, du gaz, ainsi que des produits alimentaires de première nécessité dans les communes les plus isolées. En parallèle de cela, les FAG, les forces armées en Guyane, sont également mobilisées dans le cadre de la lutte contre les trafics illicites, avec la poursuite des patrouilles contre l'orpaillage illégal et les opérations contre la pêche illégale dans les eaux françaises. Ceci conclut ma présentation et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, bonjour. Ali Oudjana, Ali Oudjana de Sky News Arabia. Bonjour Cornel, bonjour tout le monde. Ma question concerne la Méditerranée orientale avec la situation volatile et imprévisible en Syrie. Auriez-vous des exercices ou des préparatifs particuliers ou est-ce que ce volet a été introduit, ajouté à l'exercice annuel Cléopâtre 24 sinon, auriez-vous des exercices particuliers dans ce domaine? Merci. Je vous remercie pour cette question. Donc, en ce qui concerne la France, nous sommes présents à travers différentes initiatives. Donc la première, c'est l'opération OIR, une coalition sous la houlette des Américains qui vise à empêcher toute résurgence de l'État islamique au Levant. Notre présence est aussi au sein d'une mission de l'OTAN qui s'appelle NMI et on réalise également des formations en coopération bilatérale au profit des Irakiens, formation des bataillons du désert. Il est aujourd'hui, effectivement, on a une situation qui est particulière et qui démontre la pertinence de notre présence dans cette zone, et présence qui n'est pas donc appelée à être réduite. Nous réalisons donc assez régulièrement des exercices particuliers. Tout ça est accessible sur notre site internet. Vous aurez l'ensemble des réponses là-dessus. Je ne vais pas faire le bilan de l'ensemble des exercices, mais nous y sommes régulièrement et effectivement on mène des exercices dans le but de partager les compétences et d'amener nos partenaires à maîtriser l'ensemble des capacités nécessaires pour avoir un environnement sûr et sécurisé. Oui, Laurence de Franou, Libération. Vous avez parlé d'une mission en mer Rouge de sauvetage d'un porte-conteneur. C'était après une attaque. Pour quelle raison? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est déroulé? Merci. Merci Madame de Franou. Alors, cet appel de détresse fait suite à un incendie au bord. Aujourd'hui, cet incendie fait l'objet d'une enquête, d'une investigation. Je ne suis pas en mesure de répondre à votre question. Il y a les éléments, pour le moment, ne permettent pas de conclure. Et c'est une enquête qui est menée par l'armateur du bateau. Et donc, on en saura plus certainement dans quelques jours, voire quelques semaines. L'objectif étant actuellement de pouvoir s'occuper de ce bâtiment et de le ramener à son port. J'ai malheureusement pas de réponse à vous donner à cette question. Merci beaucoup pour cette présentation. Et s'il n'y a plus de questions, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier point presse de l'année qui se tiendra exceptionnellement au fort de Nogent. On vous en dira un peu plus prochainement. Merci beaucoup. Très bonne fin de semaine à tous.